on a en effet le droit en France d'émettre un jugement négatif à l'égard de l'islam. Il faut immédiatement apporter une nuance qui est de dire que entre la critique d'une religion et une critique tellement violente qu'elle jette en réalité la suspicion et la haine sur toute la communauté des religieux, la frontière est fine. D'où l'importance de bien la situer, cette frontière. Une telle haine ou suspicion résulte d'un amalgame entre des personnes et leurs idées. Et il est vrai que comme les émotions tendent à inhiber la raison, cet amalgame va se faire d'autant plus facilement que la critique va être violente. Mais imaginons une croyance fortement erronée ou nuisible. Relater cela sera nécessairement perçu comme violent, en particulier par les adeptes concernés. Va-t-on donc s'interdire de lutter contre les erreurs les plus graves, contre tout ce qui est fortement nuisible ? Ne conviendrait-il pas plutôt d'éduquer les humains à raisonner correctement et à maîtriser leurs émotions ? La nuance à apporter immédiatement ne serait-elle donc pas plutôt de ne pas identifier les personnes à leurs idées, de considérer tout humain comme étant susceptible d'évoluer, comme étant accessible à la raison, afin de favoriser le dialogue plutôt que la violence ? La nuance à apporter immédiatement ne serait-elle pas plutôt de dénoncer les amalgames, quels qu'ils soient ? Or, précisément, le concept d'islamophobie englobant l'hostilité envers l'islam et celle envers les musulmans alimente ce genre d'amalgame. Car enfin, on peut parfaitement être hostile à une religion sans l'être envers ses adeptes, et inversement d'ailleurs. N'importe quel humaniste, s'il trouve une religion mauvaise, ne va pas haïr ses adeptes. Il va chercher au contraire à les aider, à les détromper, à prévenir du danger en toute bienveillance. Chez ceux qui prétendent ne critiquer que la religion et pas les communautés, quand on creuse, en réalité, on découvre également des préjugés à l'égard de la communauté des fidèles. Chez tous ? Voyons, Clément. Est-ce que des fois là, tu ne ferais pas un amalgame par généralisation ? Les deux schémas de pensée sont associés chez une grande partie de celles et ceux qui y souscrivent. Ah, une grande partie seulement. Bon, tu ne le fais plus maintenant, mais c'était mieux de ne pas le faire du tout. De la critique de l'islam à la critique des musulmans, en réalité, il n'y a qu'un pas qui, malheureusement, est franchi souvent dans un grand nombre de discours de ceux qui prétendent simplement critiquer l'islam et en réalité stimulent la haine à l'égard des musulmans et des musulmanes dans leur ensemble. Ouh, que voilà une formulation trompeuse, en ce qu'elle fait porter la responsabilité de l'amalgame uniquement sur l'auteur de la critique violente qui pourtant ne l'a pas commis. Peut-être que certains critiques cherchent en effet à stimuler cette haine, mais c'est difficile à prouver, on est dans le procès d'intention là. La seule chose certaine et problématique ici est la haine chez tel récepteur du message qui aura commis, lui, l'amalgame. Si l'on interdit les propos pouvant être mal interprétés, on risque de ne plus pouvoir dire grand-chose. C'est pourquoi je propose que la limite entre l'acceptable et le condamnable, on la place non pas au sein des discours critiquant une religion en se basant sur un seuil de violence, d'ailleurs difficile à déterminer car éminemment subjectif, mais entre les discours portant sur une religion et ceux portant sur ses adeptes. Car là, au moins, c'est clair, il n'y a pas de risque de pente glissante. La pente qui va de la critique de l'islam à la haine envers les musulmans, cette pente, elle va vite. Car sinon, la pente glissante conduisant à interdire toute critique d'une idéologie pourrait, elle, aboutir extrêmement vite à l'imposition de fait de celle-ci. Et c'est bien d'ailleurs ce que l'on constate dans nombre de pays musulmans où la moindre critique de l'islam conduit à la prison, à l'exclusion sociale, quand ce n'est pas directement de vie à trépas. Donc oui, la critique des idéologies doit être parfaitement libre. Tout au plus pourra-t-on exiger une argumentation précise et objective, un rappel de l'importance de faire preuve de bienveillance envers tout être humain. Ça, d'accord. Il me semble d'ailleurs avoir procédé ainsi dans ma critique de l'islam, comme chacun pourra aisément le vérifier. Conclusion qui est une conclusion inexorable. On a besoin du mot islamophobie. Inexorable, vraiment. Il est même utilisé globalement par la recherche internationale.
Argument d'autorité? Que la musulmophobie soit souvent concomitante avec l'islamophobie est sans doute vrai, cette dernière constituant un alibi facile pour les racistes. Mais cela ne justifie pas de faire l'amalgame. Et bizarrement, ceux qui n'aiment pas le terme islamophobie ont quand même l'air d'être souvent ceux qui incitent à la haine islamophobe. Oula, l'air d'eux. Pas très rigoureux tout ça. Parler simplement d'actes anti-musulmans, ça interdit de penser l'existence d'une dynamique générale de haine. Ben non, ça interdit de penser rien du tout. C'est tout le contraire en fait. Donc oui, soyons vigilants pour défendre la liberté d'expression en distinguant entre la musulmophobie et l'islamophobie, entre l'hostilité envers les musulmans et celle envers l'islam, au lieu d'amalgamer les deux en un seul terme, perversité qui rappelle la novlangue de 1984. On me dira peut-être que ce sens pervers est celui actuellement mentionné dans la plupart des dictionnaires. Sauf que les dictionnaires ne sont pas une référence légale. Ils ne font que répertorier l'usage dominant à un moment donné avec toutes ses imperfections. La langue, c'est par l'usage qu'on la détermine. Et donc, veillons à un usage permettant une désignation précise de toutes les réalités, surtout lorsque l'enjeu est la liberté de penser. Merci.